La mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique dans la commune de Yopougon célébrait la cérémonie de consécration de la prophétesse Angèle Conan. Les détails dans un instant. En France, un séisme de forte magnitude secoue le sud-est du pays sans fait de blessés ni de dégâts importants. Quant au Québec, la première ministre démissionne après sa défaite aux élections. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité sur Béni TV de Blessing Channel. Merci de vous informer sur notre chaîne. La mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique dans la commune de Yopougon, dans la capitale ivoirienne à Abidjan, était en fête ce week-end et la cause était la cérémonie de consécration de la prophétesse Conan Angèle. C'est en présence de parents, amis et connaissances que s'est déroulée cette consécration et la puissance de Dieu était au rendez-vous. Tous vêtus de blanc ce dimanche 6 avril 2014, les fidèles de la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique NES sont venus témoigner leur soutien et leur amour à ceux qu'ils considèrent comme leur guide spirituel. Car bien au-delà d'un simple culte dominical, ce jour consacrait surtout la cérémonie d'ordination et de reconnaissance ministérielle de la prophétesse Conan Angèle appelée à l'œuvre aux côtés de son époux, le pasteur Conan Antoine, depuis près de 20 ans. Membre de la World Ministries Fellowship, la WMF, qui est un réseau de communion de ministres de l'Évangile basé aux États-Unis et dont 17 pays africains sont membres, c'est une délégation venue du bureau exécutif de la WMF Zone Afrique du Congo-Brazzaville qui a officié cette cérémonie. Prenant la parole, le chef de la délégation, l'évêque Désiré Bassenga, situe l'importance et l'enjeu de cette consécration. Selon lui, entre l'appel, le service et l'ordination, il faut un temps d'observation. Quand on est appelé, il faut aussi recevoir l'imposition des mains des anciens, que nous appellerons ce matin ordination, pour avoir un feu vert et aller de l'avant. Donc quelqu'un qui a reçu l'ordination pour rentrer dans son ministère, c'est comme un enfant qu'on a vacciné contre un fléau. Il va assurer sa croissance, il va bien évoluer, il va bien avancer parce que l'imposition des mains des anciens qu'il a reçus assurera, n'est-ce pas, la survie de son ministère. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens. Le temps, facteur déterminant dans l'attestation passée père du ministère, voilà le résultat de tant d'années de patience et de persévérance, que d'émotions et de joie. Donne à cette femme, à ta prophétesse, un grand cœur d'une conductrice spirituelle. Nous la bénissons et aujourd'hui nous la déclarons loi de Dieu et nous la déclarons prophétesse dans l'évangile que Jésus-Christ nous a confié. Et comme un saint roi, nous avons ainsi prié. Prodiguant de sages conseils au peuple du NES concernant le respect à tous égards, à le conducteur, le docteur Mawit Floribert a enseigné sur les 6 choses à faire, notamment respecter, aimer et cultiver. Toute cette cérémonie était une belle fête qui marquait aussi les noces d'agents du couple pastoral. Que la grâce de notre Seigneur soit leur partage. À cette cérémonie, nous vous le disions, appris par une délégation de la WMF. Écoutons leur impression après cérémonie, suivie de ceux des leaders de la NES. Mais nous avons de très bonnes impressions, nos sentiments sont très bons, l'accueil était très chaleureux. Nous avons trouvé qu'en Côte d'Ivoire, le comité de la WMF en Côte d'Ivoire est très engagé pour la cause de ces réseaux. Et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, dimanche, c'était la clôture de notre séjour de 14 jours à Abidjan précisément. Et tout s'est bien passé. Et le culte d'ordination s'est aussi très bien passé. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette grâce, non seulement pour les 25 ans de mariage qu'on a fêté hier, et on a renouvelé vraiment notre amour. Et ce matin encore, je viens d'être ordonnée. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je remercie aussi les hommes de Dieu qui sont venus du Congo et qui sont venus vraiment pour
l'ordination. Que le Seigneur même les bénisse. Et ce matin, vraiment, je suis vraiment dans la joie. Je suis reconnaissante à l'Éternel qui m'a fait vraiment cette grâce-là. Et je lui suis vraiment reconnaissant et je bénis le nom de l'Éternel. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, mais lui m'a fait cette grâce. Et vraiment, j'aimerais qu'il m'aide aussi à pouvoir vraiment faire l'œuvre, faire le travail qu'il m'a confié. Et je sais qu'avec sa grâce, avec l'appui aussi de mon époux et les hommes de Dieu aussi qui prient pour nous, je sais qu'avec lui, je pourrais faire de grandes choses. Je suis très heureux de voir que mon épouse a été consacrée. Elle travaillait auprès de moi depuis 20 ans. Depuis 20 ans, à un moment donné, j'ai senti l'appel qu'elle avait. On partait en brousse, on évangélisait, quelquefois elle prenait la parole. Je voyais l'œuvre, je voyais l'onction se manifester, les âmes qui guérissaient, les vies qui étaient restaurées, même à l'église. Et là, je me suis dit, ah Seigneur, je bénis ton nom parce que tu as choisi aussi ta prophétesse. Et depuis un certain temps, en toute chose, mais quand on exerce, il faut la reconnaissance. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour ces hommes de Dieu qui sont venus de très loin, qui sont des amis, que je connais leur travail au niveau non seulement de leur nation, mais c'est des hommes de Dieu vraiment bien. Marikana est un village de mineurs en Afrique du Sud. Depuis août 2012, les travailleurs demandent un doublement de leur salaire à 875 € par mois. La médiation entamée par le gouvernement entre les 9 dirigeants et les syndicats est dans l'impasse. Cette situation réjaillit sur les familles qui peinent à survivre. Chaque goutte compte, car ici, lutter contre la faim est devenu l'autre combat de ces familles de mineurs sud-africains. Le premier combat de ces mineurs du secteur du Platine, c'est la grève qu'ils observent depuis le 23 janvier, ce qui fait de ce mouvement le plus long depuis la fin de l'apartheid. Dans le campement de Marikana, sans les revenus de son mari, Nonfanelo Jali a du mal à nourrir sa famille. J'ai passé la semaine entière sans nourriture dans la maison. Mais hier, je suis allée chercher mes allocations et j'ai pu faire les courses pour mes enfants. À l'origine de la colère, les mineurs demandent un doublement de leur salaire. Ils réclament 875 € par mois depuis août 2012, lorsque 34 grévistes ont été abattus par la police. Mais tant que leurs employeurs ne lâchent rien, les mineurs ne gagnent rien et ne font rien. Beaucoup d'entre eux ont dépensé le peu qu'il leur restait dans une bière locale bon marché pour tromper leur ennui. Les commerces de Marikana, eux, ont été contraints de licencier ou même de fermer. Dans ce supermarché, les ventes en viande ont été divisées par 10. Les clients se tournent maintenant vers les têtes et pieds de poulet, le moins cher. Seuls les établissements de prêt font des affaires. Vraiment, je n'ai jamais été dans ce genre de situation, mais si les choses restent en l'état, il nous faudra trouver des moyens de subsister. En paralysant l'industrie, les mineurs ont déjà perdu plus de 340 millions d'euros de salaire et pour l'industrie, 730 millions de profits. Et les médiations du gouvernement entre les 9 compagnies et syndicats sont toujours dans l'impasse. Ce n'est pas une guerre avec un camp qui gagne et l'autre qui perd. Ici, les deux parties sont perdants. Ces grèves doivent cesser une semaine après les élections. Le gouvernement a peur de faire quoi que ce soit qui pourrait lui faire perdre des voix. Malgré toutes ces difficultés, les familles continuent de soutenir la grève. Mais déjà, les employeurs avertissent que, quelle que soit l'issue, beaucoup de mineurs perdront leur emploi. Un séisme de forte magnitude secoue le sud-est de la France sans fait de dégâts ni de blessés. Il suscite tout de même des inquiétudes. Vers 9h30, en fait, moi j'étais couché, en train de dormir, et je me suis réveillé, j'ai senti vibrer, et je pensais que c'était anodin, et j'ai compris que c'était un tremblement de terre quand j'ai vu que ça durait, que c'était régulier. J'étais sur mon canapé avec ma femme, et ma femme elle croyait que je lui tapais dessus avec ses pieds, avec mes pieds. Je lui ai dit non, tu sais, c'est un tremblement de terre, donc ça a été assez fort, assez violent, sur très très court, de 4-5 secondes, voilà. Mais pas d'appréhension parce que bon, ça va trop vite quoi, mais la secousse violente quoi.
Parlons à présent de l'Irlande. En décembre, l'Irlande a été le premier pays sous perfusion à s'affranchir de son plan de sauvetage. Elle est depuis le symbole de l'austérité payante, symbole d'un pays qui a sorti sa tête de la crise. Mais qu'en est-il réellement? Nous vous proposons de suivre cet élément. L'ancien tigre celtique a retrouvé un peu de sa superbe. Cette année, la croissance devrait approcher les 2%. Les comptes courants sont dans le vert, le déficit est en baisse, le chômage aussi. Après s'être serré la ceinture pendant des années, l'Irlande respire mieux et la vivacité des exportations y est pour beaucoup, comme l'explique le ministre irlandais des Affaires européennes. Nous avons un secteur de l'exportation très vaste qui va de l'agriculture aux services financiers en passant par les assurances, les activités bancaires, la haute technologie et ce sont autant de moteurs de croissance qui ont aidé le pays à traverser les difficultés. L'Irlande attire aussi de nombreux groupes internationaux. Exemple, dans le secteur du net, Google, Apple, Amazon & Co, presque tous ont pignon sur rue à Dublin. 90% de toutes les exportations irlandaises viennent de sociétés étrangères. Seulement 10% viennent de sociétés irlandaises. Aucun autre pays au monde n'est aussi dépendant pour ses exportations de sociétés étrangères qui viennent, travaillent et opèrent dans le pays. Et elles viennent ici pour diverses raisons. Elles viennent parce que l'Irlande est un pays anglophone qui se trouve dans la zone euro, dans le marché unique, avec de bons niveaux d'enseignement, une flexibilité des travailleurs et aussi ce fameux impôt sur les sociétés au taux très bas. Ces atouts n'ont pourtant pas empêché les Irlandais de payer un lourd tribut à la crise. Depuis 2008, un quart de l'économie domestique est parti en fumée. Un emploi sur 7 a disparu et l'austérité n'a épargné aucun secteur. Parmi les conséquences les plus notables, une émigration massive des jeunes. En 5 ans, sur une population de 4,5 millions d'habitants, 180 000 jeunes entre 15 et 24 ans ont quitté le pays. Rosin compte aussi faire ses valises. Diplômée de sociologie, elle a fait un master de journalisme et travaille à mi-temps dans un service clientèle. Je me suis rendu compte que ce serait un temps partiel et que ce serait difficile de vivre avec 200 € par semaine. J'ai passé pas mal d'entretiens pour des postes dans le journalisme et d'autres choses et il est devenu évident que je ne décrocherai rien d'intéressant ici en Irlande. Donc j'envisage de partir à l'étranger l'an prochain, j'espère. Ce sont des étudiants qui étaient en master avec moi. Cette fille est à Londres, elle travaille dans le journalisme. Ce garçon est en Corée du Sud, il enseigne l'anglais. Celle-ci est fille au pair en France et cette autre vient de quitter la Nouvelle-Zélande pour un travail en Australie. Elle adore. Alors que Rosin rêve de s'envoler pour l'Asie, d'autres ont décidé de se regrouper pour rester. Le collectif We're Not Leaving, littéralement nous ne partons pas, a été créé l'été dernier. Il rassemble des jeunes, diplômés, chômeurs ou travailleurs précaires qui veulent faire bouger les choses en Irlande. Parmi eux, Seamus, 22 ans, psychologue de formation. Si nous travaillons ensemble, collectivement, et qu'on commence à répliquer un peu, on peut progresser et faire quelque chose d'utile. Je pense que le gouvernement a fait passer le message que les jeunes étaient feignants, qu'ils ne travaillaient pas suffisamment dur, qu'ils voulaient juste rester à la maison. Et il s'est servi de cela pour couper dans les aides sociales aux jeunes, sans vraiment parler de la crise de l'emploi. Et si on ne se dresse pas contre cela, nous serons visés, encore et encore. Ironiquement, les départs contribuent à faire baisser les chiffres du chômage des jeunes. Il y a 2 ans, il dépassait les 29%. Il est depuis descendu à 26%. Au Québec, c'est au Canada, les libéraux sont de retour aux commandes. Chassés au printemps 2012, après un long conflit, cette victoire a été possible grâce à un nouveau Premier ministre, Philippe Couillard, un neurochirurgien de 56 ans. Au Québec, les législatives anticipées confirment le retour du Parti libéral. Le nouveau Premier ministre de la province francophone, Philippe Couillard, un neurochirurgien de 56 ans, a réussi le parti de ramener au pouvoir les libéraux chassés au printemps 2012 après un long conflit étudiant. Leur excellent score permet aux libéraux de gouverner sans avoir à composer avec une coalition.
Cette élection est en revanche une claque pour le Parti québécois. Les indépendantistes au pouvoir ont réalisé leur pire score depuis les années 70. La défaite est d'autant plus amère que c'est la première ministre Pauline Marois qui avait dissous l'Assemblée et donc convoqué ces élections anticipées pour tenter de mettre en œuvre ces réformes. Au Québec, nous sommes et nous y restons pendant que le Parti libéral savoure sa victoire. La première ministre Pauline Marois a annoncé aussitôt sa démission à la tête de son parti. Vous comprendrez que dans les circonstances, je vais quitter mes fonctions. J'assumerai cependant mes responsabilités pour assurer une transition ordonnée au sommet de l'État. Si j'ai un regret ce soir, c'est d'en avoir pu renforcer la présence du français dans tous les domaines. Alors je le dis aux Québécoises et aux Québécois, je suis inquiète pour notre langue. Peu importe nos allégeances politiques, nous avons le devoir de brandir le flambeau de la langue française. Pour les partisans du Parti québécois, c'est une soirée triste ce soir. Ils sont un peu en deuil, si je puis m'exprimer ainsi. La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Vous devrez écrire « Je ne me souviens plus ». Parce que voilà moins de 2 ans, tout le monde était dans la rue avec des casseroles. Ils n'aimaient pas le gouvernement de Charest, mais ils viennent d'élire la même équipe. Parlons à présent sport, précisément santé. Il s'est gagné le surnom de Ronaldo du genou. Le chirurgien portugais José Norano sauve à longueur d'année la carrière de footballeur menacé par la rupture des ligaments des genoux. Le professeur José Carlos Noronha est une sommité dans le monde du football. Comme l'international portugais César Peixoto, nombreux sont ceux qui lui ont confié leurs genoux. Pour nous, joueurs de foot, on a l'habitude de dire pour rigoler que le professeur Noronha est le Messi ou le Ronaldo du genou. C'est une façon de dire que c'est le meilleur et que tout le monde lui fait confiance. Je pense que cela a été la personne la plus importante de ma carrière, car sans son talent, je n'aurais pas eu une carrière aussi longue. À 33 ans, César Peixoto est depuis bientôt 11 ans le patient du professeur Noronha. César a été ma première victime. En novembre 2003, puis en décembre 2003, j'opérais Derlei. Peixoto, Derlei, mais aussi Pepe, Drogba, Robben ou encore tout récemment la star colombienne Falcao, ils ont tous confié leurs genoux au professeur Noronha. La fameuse rupture du ligament croisé antérieur du genou est la blessure la plus crainte des joueurs de haut niveau. Mal soignée, elle peut signifier une fin de carrière prématurée. Maintenant, on va choisir 2 tendons qui iront remplacer le ligament croisé antérieur. Un remplacement qui demande une grande maîtrise technique. Le secret pour une bonne reconstruction du croisé antérieur, c'est de réussir à mettre le nouveau ligament à l'endroit originel exact de celui qui a été rompu. Le professeur Noronha réalise ici plus d'une centaine d'opérations du ligament par an pour les sportifs de haut niveau comme pour les communs des mortels. Dans 4-5 mois, ce patient pourra refaire son jogging à petite vitesse. Une opération de plus pour celui que son ami José Mourinho, l'entraîneur de Chelsea, a surnommé dans son dernier livre le Very Special One de la chirurgie. Terminons ce journal avec cette dernière information. La première édition du marché ivoirien de l'artisanat, la MIVA, a démarré lundi à Abidjan pour une semaine. Une manifestation qui a pour thème la promotion de l'innovation et de l'excellence des produits de l'artisanat africain. La première édition du MIVA, c'est un ensemble de 250 stands avec des exposants venus d'une quinzaine de pays. Alors voilà, c'est ici que prend fin ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Vous retrouverez Mireille Conon dans le journal du soir. Moi, je vous retrouve le samedi matin et n'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt.